aussi nombreux. Je sais que ça a été compliqué pour venir jusqu'ici. Il y avait des bouchons, il y avait du trafic, donc on commence un petit peu en retard, mais c'est pas bien grave. L'intervention que Alex, tu voulais dire quelques mots, Alex? Oui, je voulais te remercier déjà. Pour information, Sylvain est coach professionnel au Luxembourg. Il travaille tous les jours. Et sur son seul jour, sa seule soirée de libre, donc on l'a sollicité. Et on l'a sollicité parce que Sylvain nous a toujours dit que si on avait besoin de lui, il répondrait présent. Donc voilà, donc on voulait le remercier pour sa disponibilité. Oui, c'est gentil, merci. Et merci à vous d'être présent. Voilà, merci à vous. Alors, je le dis toujours, il y a Internet maintenant, il y a plein de choses, donc on va essayer c'est la première fois que je vais tester, je vais prendre une approche un peu différente sur le shoot. Et vous pouvez voir des exercices, vous avez déjà des formations, des contenus de formation qui sont parfaits. Alex, et je vois Sébastien, quand ils font des formations au SLUC, etc. Tout ça c'est top. Et donc redire les mêmes choses, refaire les mêmes choses. Je voudrais qu'on essaye de faire une intervention sur un type d'échange et de questions et d'observation. Déjà, quand on regarde un joueur, et on va commencer à regarder les 4 jeunes joueurs qui sont là, quand on regarde un joueur, chacun a son dada. C'est-à-dire que vous allez regarder le joueur et vous allez définir des qualités ou des défauts sur chacun, parce que vous allez avoir un focus particulier sur votre dada. Donc on va regarder et on va faire un petit bilan. Hein, c'est comme, je dirais, et vous allez comprendre où je veux arriver. Vous étiez en classe, il y en a qui adorait les maths. Maths, français, qui était plus français, et anglais. Il y a quelques EPS. EPS, c'était il y a longtemps, Sébastien. Hein, c'était il y a longtemps. Hein. Moi, je ne me permettrai pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun, on a déjà 4 personnes qui ont des dadas différents. Et dans le basket, vous avez pareil. Vous avez des joueurs qui ont des spots où ils sont très bons. Hein, parce qu'on peut énumérer, et ça on va le faire tout à l'heure, dans le shoot. Hein, et là, on part de là. Donc c'est-à-dire que déjà, vous avez 4 dadas différents. Et on peut dire qu'au basket, il y a des gens qui ont un dada différent. Donc vous allez faire une situation. Est-ce que cette situation répond à 4 shoots ou 4 spécialisations précises? Est-ce que ça répond? On est déjà dans une complexité pédagogique. Pédagogiquement, eh bien, vous allez ne pas répondre. Si vous faites une situation, peut-être qu'elle va satisfaire celui-là, mais peut-être que vous allez travailler leur faiblesse. Est-ce qu'on travaille la faiblesse ou est-ce qu'on travaille la qualité en premier? Vous allez regarder les shoots et on va essayer d'abord, tous ensemble, est-ce qu'il y a 2 volontaires sur le shoot? Là. Allez, vous deux, vous prenez un ballon pour 2 et on va faire, vous allez observer ce que je vous propose. Vous allez voir, on va arriver, c'est très long. Ryan, c'est le barbu. Et Thomas, ancien ancien vendeur. Voilà. Vous allez prendre, vous faites des petites séries de 6 shoots. D'ailleurs, où tu veux, où tu aimes bien, où tu te sens à l'aise, c'est tout. Hein. Il y a de la pression, tout le monde te regarde. Bien. Allez. Alors moi, ce que je fais d'ailleurs, des fois on fait des shoots pour retrouver des mécanismes. J'interdis les séances de 10 shoots. Les séries de 10 shoots, c'est un peu long. Mettez-vous dans le rythme, vite, un peu plus vite que ça. Hein. Allez, hop. On va faire les commentaires. Ça, c'est Thomas qui shoot. Hein. Donc, reprenez les choses. 6 shoots. Donc, change de shoot. Hein. Allez, vite. Voilà. Moi, déjà, je peux dire quelque chose de Thomas. Hein, positif. Je dirais si vous voyez les mêmes choses. Allez.
il y a deux différences déjà entre les deux joueurs, parce que c'est la première chose que j'observe quand ça m'arrive de faire des entraînements individuels. Première chose que je regarde, vous regardez quoi, vous, quand vous regardez un joueur shooter? On change. Et là, on parle pendant qu'il shoot. Hein. Qu'est-ce que vous regardez? Hein? Comment? Prise de balle? D'accord. Appui, gestuelle, est-ce qu'il y a d'autres choses? La détente, ça peut être un truc, chacun dire est-ce qu'il shoot en suspension ou pas. Et qu'est-ce que vous regardez? Moi, la première chose que je regarde, il l'a dit, je l'ai écrit sur Thomas, première chose que je regarde, la rotation de la balle. Parce que chaque fois que vous avez un joueur, non, c'est pas un bon point, on n'est pas à l'école ou truc, mais chaque fois que vous avez un joueur dont la balle ne sort pas de la main, on a un problème de correction. On peut tout corriger au basket, mais quelqu'un qui ne tient pas bien la balle et la balle part pas, c'était un peu les deux choses. Hein. Toi tu étais avant, lui il était après, mais c'est la même chose, la prise de balle. Quelqu'un dont la balle ne tourne pas, on va avoir du mal à corriger. Encore une ou deux fois. Maintenant vous allez essayer, les garçons. Vous allez reculer jusqu'au rond et tu fais 4 shoots. Tac, tac, tac. Et, non, mais pas du milieu, c'est pas Stephen Curry. Donne la balle. Non, pas privé. Non, recule quoi. Recule. Tu arrives plein fou. Et tu donnes, voilà. Recule, voilà. Et vous allez faire le bilan, hein. On va faire un détail de chacun. Oui, c'est pas évident. C'est pas mal, Thomas. Oui. Pas mal. 4 shoots, hein, j'ai dit, les garçons. Oui. On était sur les rotations. Est-ce que la rotation de Ryan est la même que Thomas? Pas du tout. On est d'accord? La rotation de Thomas va beaucoup plus vite que la rotation de Ryan. Ah, oui. Ryan, on a un petit problème, moins de rotation, moins vite. Est-ce que c'est un problème de prise de balle? Est-ce que c'est un problème différent? On va le voir. Qu'est-ce que vous regardez en second? Maintenant, parce que si il faut bien faire un état des lieux des choses, comment faites-vous un débriefing sur le shoot? Parce que moi j'ai un ordre, moi je vous ai dit je commence à regarder la rotation. Il y en a qui m'ont dit qu'ils regardent la gestuelle. Il y en a qui m'ont dit la prise de balle. Voilà. Il y en a, personne n'a parlé de la courbe. Ouais, trajectoire. Est-ce que vous regardez les courbes un peu? Hein? Quelqu'un a parlé de la courbe? Excuse-moi. Oh, quelqu'un a parlé de la courbe? Parfait. C'est des éléments. La courbe est importante, pourquoi d'ailleurs? Tiens, stop, arrête 30 secondes. Thomas, t'es chaud comme un vendeur l'année dernière. Et pourquoi la courbe est importante? Parce qu'on dit la courbe. Elle est importante pourquoi? La balle rentre dans le cercle. Oui, mais on peut être un shoot tendu si on shoot toujours au même endroit et de la même manière, on peut avoir un shoot tendu, ça peut venir. Mais la courbe est spécifiquement importante à un moment précis. Pour le calcul de la trajectoire. Oui, la trajectoire est importante parce que si on a une mauvaise courbe et que le ballon vient d'ici et que le ballon, comme la courbe elle est tendue, et le ballon, quand il rentre dans le cercle, il voit que ça c'est le cercle au-dessus, il voit que cette partie-là, on a rétréci le cercle, effectivement. Donc plus la balle elle monte, plus la balle elle agrandit sa pénétration dans le cercle. On est bien d'accord que le shoot où on est le plus adroit, c'est le smash. Le shoot où on est le plus adroit, la balle elle est au-dessus du cercle et c'est le smash. D'accord? Donc, je reviens là-dessus. Ce que je voudrais que vous compreniez, vous ne pouvez pas intervenir sur un joueur avec
rotation, la prise de balle, la course, il faut bien que vous mettiez un ordre. Et quand je vous disais, l'ordre n'est jamais le même, il faut être capable, quand on est entraîneur, et ça on va y venir, et je reviens à la courbe tout de suite après, il faut être capable, en partant de joueurs différents, en partant par exemple de Thomas et de Ryan, sur une situation, il faut être capable à Thomas d'optimiser cette situation, et il faut être capable à Ryan d'optimiser cette situation. Il faut que chacun soit son propre coach et il faut faire un débriefing avec chacun des joueurs pour que le joueur, après, il s'autogère dans les situations. Vous faites des situations qui n'intéressent pas le joueur, il va les faire pour vous faire plaisir, il va les faire parce qu'il a besoin, mais il ne va pas évoluer. Le but du jeu que vous avez, c'est de faire évoluer les joueurs. Un joueur est capable d'évoluer jusqu'à l'âge de 40 ans. Un shoot évolue avec l'âge, un shoot évolue avec la vitesse, un shoot évolue avec le poids, un shoot évolue constamment. Et là, il faut que Thomas et Ryan, quand ils viennent dans une situation, ils aient un objectif individuel. Le joueur est son propre coach. C'est ça qu'il faut, et vous allez voir, je vais vous donner des situations de shoot, mais le joueur est son propre coach. D'accord? Pourquoi je crois que donc, on a parlé de gestuelle, on a parlé de prise de balle, on a parlé de la courbe, et puis là-dedans, ça c'est des choses techniques, mais dedans il y a 10 000 shoots. Il y a les shoots après dribble, il y a les shoots catch and shoot, vous avez les pick and roll, c'est pas complètement un shoot après dribble, mais on peut mettre quand même le pick and roll parce que le shoot après dribble, on peut imaginer qu'il n'y a pas de rupture dans le dribble, pick and roll, ça sous-entend la rupture. Vous avez shoot avec la planche, shoot fin de contre-attaque. Donc, on est en train de parler de gestuelle, de prise de balle, de courbe, de rotation, et on est en train aussi de dire que ça, on le multiplie par ce qu'on vient de voir avant, par les différents éléments cités dans l'autre page. Et la complexité, c'est que quand vous allez multiplier ça par ça, vous allez avoir un grand nombre d'options. Et l'important pour le coach, c'est de donner un ordre. Vous avez un sens dans le jeu. Il y a un sens dans le jeu basket. Le joueur qui commence par shooter 4 fois à l'extérieur, il est quasiment mort pour son match. S'il n'a pas de variation. Les Américains disent do or die sur le shoot extérieur. Et là, si vous ne donnez pas un ordre à Ryan de priorité, la priorité peut-être numéro 1, Ryan, son shoot qui a une bonne rotation. Moi, il me paraît un peu tendu, mais on va regarder les choses parce que c'est dur d'intervenir. On ne va pas intervenir sur des joueurs que je ne connais pas. Et vous ne pouvez pas intervenir sur des joueurs. N'oubliez pas que pédagogiquement, il y a une chose à ne pas faire, c'est de dire à Ryan, peut-être son shoot est un peu tendu. Et on commence à dire, oh non, on va lui mettre de la courbe. Non, il faut d'abord prendre bien le temps d'observer. Ça m'est arrivé d'avoir des grands joueurs et rien dire pendant 2-3 jours. Puis, vous savez quand est-ce que vous maîtrisez le shoot d'un joueur? C'est quand? Ça vous arrive jamais? Vous êtes coach, je vais regarder Ryan, et puis on va dire que Ryan est mon joueur, et puis il est très à droite, Ryan est à droite, et puis je me dis, tiens, là il va rater. Là il va rater. Vous faites jamais ça dans la tête, il va rater, il va le mettre. Ben, quand vous arrivez dans votre tête à faire des petits paris et dire, tiens, il va le marquer, il va le rater, ça veut dire que vous commencez à connaître bien le joueur. Et à ce moment-là, quand vous commencez à bien connaître le joueur, ça veut dire que vous commencez à savoir pourquoi ça va ou pourquoi ça ne va pas. Et quand vous commencez sur vos paris, c'est pas une ibette, mais une fois que vous avez commencé sur vos paris à dire, ben, là il va rater, là, et donc vous allez pouvoir commencer à intervenir. J'interviens pas sur un shoot tant que je ne sais pas quand est-ce qu'il va marquer, quand il va rater. D'accord? Et quand vous avez maîtrisé ça, ça veut dire que votre observation, l'essentiel, ben, l'essentiel c'est, vous allez prendre peut-être le catch and shoot, il n'est pas très bon.
et peut-être qu'il n'est pas très bon, et peut-être qu'on va dire que la rotation n'est pas bonne. L'essentiel, c'est trop d'informations qu'une information. L'essentiel, c'est de mettre un ordre. Je m'occupe de la rotation parce que si j'ai pas une bonne rotation, je suis mort. C'est un joueur. On va dire que, je ne dis pas, hein, on va dire que Thomas n'est pas athlétique, il n'est pas capable trop d'aller dribbler. Je n'ai pas dit que tu ne pouvais pas. Toi qui as l'air de rigoler, tu ne peux pas trop dribbler. Tu préfères chuter. D'accord. Donc à un moment donné, ben, peut-être que comme il n'a pas trop de qualité physique, il est nul physiquement. C'est ce que tu as dit. Comme il n'est pas terrible physiquement, il va se concentrer sur le catch and shoot. Donc déjà, on va lui donner un ordre de travail et on va donner des choses là-dedans. Et là-dedans, quand vous allez définir ces choses-là avec le joueur, vous allez pouvoir, ça s'appelle la PNL, vous allez avoir un ou deux mots et le joueur va se retrouver dans ces un ou deux mots. Vous ne pouvez pas tout balayer techniquement sans donner un ordre. C'est là-dessus que je voudrais insister. Si vous voulez maîtriser un joueur, il faut que le joueur sache que vous êtes intéressé et que vous connaissez ses qualités et ses défauts. Comment voulez-vous, et quand vous lui dites tiens, ta rotation, elle n'est pas bonne, ton catch and shoot, il faut le travailler parce que tu n'as pas trop de qualité physique. Je le dis comme ça, mais on présente autrement, hein, on ne va pas lui dire de cette manière-là. Une fois que vous avez fait ça, vous donnez un ordre. Vous passez rarement de la 6e à la terminale si vous n'avez pas, si vous n'êtes pas passé par la 6e, 5e, 4e, 3e. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes pour moi. Il faut que, quand vous maîtrisez le moment où le joueur rate son shoot, vous devez être capable, après, de lui donner des priorités. Après, il y a une autre chose, alors ça dépend des niveaux, il y a une autre chose qui est, est-ce que l'on travaille les qualités ou les défauts? C'est pour ça que j'essaie de vous donner une information, pas de contenu, les contenus vous allez les trouver sur Internet. Vous travaillez quoi en priorité, vous? Hein? J'ai pas entendu les qualités? Oui. Est-ce qu'il y en a qui travaillent les qualités et les défauts? Est-ce qu'il y en a qui accentuent les défauts? Ouais. Qu'est-ce qu'on travaille en plus? Moi, je ne suis pas trop pour que ça. Je dirais que... Alors, je vais prendre un exemple qui est neutre. J'ai entendu que vous n'aviez pas dit que ça. Au foot, il y a eu un garçon qui était coach à Bordeaux, qui était Willy Sagnol. Et Sagnol, il disait... C'est pas raciste, il n'est pas raciste. Mais il disait, je joue avec les qualités de mes joueurs. Intrinsèques. Là, c'était des qualités intrinsèques, physiques, avec les jeunes africains qui disaient, et ils sont physiques, athlétiques, et ils ne peuvent pas faire des passes correctes. J'exagère, je schématise, je répète, il n'est pas raciste. Mais, moi je trouve que c'est une aberration. C'est-à-dire que quand on travaille que là-dessus, à un moment donné, même si on optimise, parce qu'il faut d'abord optimiser les qualités, parce qu'on peut être bon, mais on peut être excellent. Donc une fois qu'on a optimisé, je pense quand même qu'il faut aller là-dessus, sur les défauts. Sur les défauts et les manques, on ne va pas appeler ça les défauts, les manques des joueurs. Parce que, à un moment donné, le joueur, si on ne le développe pas, ça va limiter votre jeu. Ça va limiter votre jeu. Et en travaillant sur les défauts, vous allez avoir un truc qui est important avec les joueurs, suivez bien la réflexion, vous allez mettre des limites. Bon, on va dire qu'il est très maladroit, Thomas. On va dire que Thomas est très maladroit et qu'il ne met pas un shoot à 3 points. Comme ça, je vais dans les deux sens. Il ne met pas un shoot à 3 points. On va dire qu'il est à 1 sur 10 ou 2 sur 10 à 3 points. À un moment donné, si vous allez travailler ses défauts, il va se rendre compte qu'il est à 1 ou 2 sur 10 à 3 points. Notre objectif, c'est de l'emmener à 5. Déjà, ça serait pas mal
à vide, hein, en sachant que quand même, pour être pas maladroit, ça serait mieux d'être à 6 ou à 7. 7, c'est parfait. Mais pourquoi je dis ça? Parce que quand je vais travailler avec Thomas, qui va voir qu'on travaille, qu'on s'occupe de ses défauts, il va se rendre compte par lui-même qu'il a 1 sur 1 ou 2. Et quand il va comprendre qu'il a 1 et 2, il va vouloir arriver à se développer parce que l'objectif, les joueurs ne jouent pas pour vous. Ils ne jouent pas pour le maillot, ils ne jouent pas, même à tous les niveaux. Hein, parce que dites pas, oui, toi tu es entraîneur pro, c'est pas la même chose que nous. Moi, excusez-moi, j'ai entraîné dans un petit club de prénat dans mon village à Montpellier. J'ai entraîné dans un petit club de National 3 dans le sud-ouest. Non, non, les joueurs ne jouent pas pour vous. Ils ont tous un projet individuel. Ils viennent pour développer. Et pourquoi? Quand vous travaillez sur les limites du joueur, il accepte et il comprend ses limites, sur les défauts. Et une fois qu'il a fait ça, une fois que vous avez travaillé sur les défauts, il va être 2 fois plus performant ici. Parce qu'il va se centrer au départ, il va se concentrer sur ses qualités. Est-ce que c'est compliqué ce que je suis en train de faire? C'est simple, ça paraît cohérent? Voilà. Donc, ne travaillez jamais que les qualités d'un joueur, travaillez aussi, pour moi, les limites du joueur, ou les défauts du joueur. Parce que là, vous allez pouvoir bien le rentrer dans le collectif que vous souhaitez mettre en place. Vous jouez avec des principes, vous jouez avec des systèmes, vous jouez avec une liberté dans le jeu rapide. Et bien, s'il est incapable de mettre 5 ou 6 sur 10 à 3 points, peut-être que dans le jeu rapide, il ne va pas s'amuser à prendre 2 ou 3 shoots qui font mal. Et que vous savez, avant qu'il tire, ça vous arrive jamais, quand vous êtes coach, de dire lui, il prend ce shoot-là et jamais il peut le mettre. Moi, ça m'arrive régulièrement. Hein. Et il me dit, putain, le con, pourquoi il le prend? Et je me dis, le con, il les prend, et je dis, je suis le roi des cons, parce que s'il le prend, c'est que j'ai pas été bon coach, j'ai pas été bon manager, et j'ai pas réussi à mon joueur à lui mettre un cadre ou à lui faire comprendre. Et parce que maintenant, il faut... ce qu'on faisait il y a 20 ans dans la pédagogie, lui dire hey, tu ne joues pas 3 points, tu n'as pas le droit. C'est dur de dire ça à un jeune de nos jours. Donc il faut être capable de lui mettre des limites, et lui mettre des limites, c'est certainement en travaillant ses défauts, et en travaillant ses défauts, il va prendre conscience de ça, et derrière, ça va optimiser. Hein, en sachant que, tenez, j'ai parlé de la vitesse, par exemple des prises de risque sur du jeu rapide, n'oubliez jamais que là on parle de fondamentaux et on parle de gestuels et on parle de shoot, et on va y revenir tout à l'heure. Il y a 2 facteurs qui sont primordiaux dans la maîtrise des fondamentaux, la fatigue et la vitesse. Hein, fatigue et vitesse, j'ai déjà dit. La fatigue fait réapparaître des défauts de gestuels, et la vitesse accentue des défauts. La vitesse, vous êtes à la vitesse si vous êtes trop raide sur les jambes, et on va revenir sur les parasites après. Je fais la moitié comme ça et après on ira sur le terrain. La vitesse, vous voyez souvent des joueurs sur la vitesse, vous vous dites pourquoi ils écartent les appuis comme ça. C'est un peu comme le chasse-neige. Hein, ils ont les appuis écartés parce que comme ils sont raides comme des poteaux, au dernier moment ils veulent contrôler leur vitesse et ils s'arrêtent. Alors que si un joueur qui est à l'aise dans les fondamentaux, il va se baisser sur les 2-3 derniers appuis, sa vitesse est contrôlée, ses appuis sont correctement positionnés. Je reviens à la courbe. Et avant de passer à le truc, la courbe permet une chose, permet la visée. Plus on monte la balle, plus on a de temps de viser. C'est-à-dire que quand je vais faire par exemple un pick and roll, ou quand je vais faire ça, en dribblant, hein, pendant que je n'ai pas fait le dribble, plus je monte la balle, plus j'ai le temps de viser. Ou si j'arrive sur un main à la main, on voit, excusez-moi, je regarde beaucoup de matchs de jeunes actuellement, dans les mains à la main, tout le monde fait les mains à la main. Et quand vous faites à la main et si vous vous retrouvez seul, avec cette vitesse-là, si vous shootez tendu, ça ne va jamais rentrer.
Il faut mettre la courbe. La courbe donne, parce qu'on utilise des fois des termes, il faut savoir, souvent il y a des choses qui correspondent à certaines choses. La courbe donne la visée. La courbe donne effectivement aussi la pénétration du ballon dans le cercle, mais elle donne aussi un temps, la courbe égale un temps pour la visée. Si vous jouez, shootez tendu, vous avez plus de temps de visée, et si vous n'avez pas de temps de visée, ben vous allez taper souvent, le ballon il va se décaler avec la vitesse, il va se décaler sur la gauche, alors si vous montez bien la balle et que vous visez légèrement à droite, ça rectifie. On dit toujours de viser à l'intérieur, quand on est dans la vitesse d'impôt, viser à l'intérieur de l'endroit d'où vous mettez. Pas à l'extérieur, comme ça, la force vous emmènera le ballon sur le côté. On en est à 15-20 minutes. Pour bien gérer le temps, je vais essayer. Voilà, ça c'était l'introduction. Il y a des questions là-dessus? Ça paraît cohérent? Bon, il y a des questions, mais n'hésitez pas. Hein. On a vu les différents types de shoot. Maintenant, il y a les différents types de problèmes. On va faire la liste tous ensemble. Qu'est-ce qu'on a comme problème dans le shoot? Je vais tous les noter. Un courageux. On a quoi comme problème? Vas-y. Appui. Tu as raison. Parfait. Quoi d'autre? La finition. Finition. Alors là, oui, je vais faire on va continuer la liste. Est-ce que actuellement, quand on entraîne des jeunes, ils vont vous dire, oui, mais regardez Stephen Curry, quand il shoot et il lâche la balle et le bras tout de suite. On est d'accord? Et vous vous dites, ah, putain, c'est le joueur le plus adroit en NBA, et effectivement, quand il shoot, sauf que quand on est dans un apprentissage, c'est quand même bien de tenir le bras, parce qu'au moins, on a le temps de vérifier. Parce que le bras passe là, c'est pas la même chose. Hein? Et donc, à un moment donné, de fixer le bras au moment du lâcher, c'est important. Ça permet de voir si le bras est à la bonne hauteur. Hein? J'avais fait une intervention début d'année sur le shoot, donc je ne vais pas reprendre ce qu'on avait fait, mais on va dire que moi je ne suis pas ici la finition du bras, le bras est ici. D'accord? À hauteur le coude à hauteur des yeux. Je suis près du cercle parce que je vais quand même vite reprendre très vite. Le shoot, il y a deux choses. La variation de la distance. Comment je fais pour varier la distance dans le shoot? J'avais dit aussi les trois angles. Hein. À l'époque, on entraînait, on disait 1, 2, 3. Hein, vous connaissez ce principe-là, qu'on utilisait. Je l'avais dit la dernière fois, je le reprends très vite. En 25 ans, on a grandi de 15 cm. C'est-à-dire que les bras sont beaucoup plus grands qu'il y a 25 ans. Ce qui est vrai un jour et pas vrai, même morphologiquement, le lendemain. Et là, comment fait-on cette variation? Et on voit souvent des joueurs rater les petits shoots. Pourquoi? Parce que c'est pas facile quand on est prêt. Si on prend un levier, comme avec les trois angles, si on prend ce levier-là et qu'on est tout à côté, il faut vraiment bien doser, il faut bien calculer. Qu'est-ce qui a retiré? Il y a un shoot qui a retiré le levier, il n'y a plus de levier. C'est quel? Quel est le shoot qui a plus de levier? Teardrop. Le teardrop, il n'y a pas de levier. Teardrop, on est au shoot dans le poignet. Il y a 20 ans, alors comme ça, on peut voir que c'est des phénomènes de mode. Il y a 20 ans, il y avait un joueur qui shootait comme ça, bras tendu, c'était Robert Parrish. Il shootait au poignet, il shootait à 3-4 mètres. Et lui, il avait un bon poignet. Et ici, je dirais, voilà, ça, on va appeler ça cette position 1. Je le dis tout le temps, position 1, je suis prêt, je vais au-dessus, je suis loin, je vais dans la cible. Je suis prêt, je vais au-dessus, donc c'est comme le teardrop, j'ai retiré du levier, j'ai plus le levier, je shoot au poignet, je suis loin, je vais dans le panier. D'accord? Maintenant, et je continue vite fait sur les définitions, il y a quand même une chose qu'il faut qu'on soit bien d'accord. Tu ne shootes pas très grand. Où est-ce qu'il est?
excusez-moi les autres, hein, on va courir la dernière période, tu ne chutes pas devant. Il y a un dernier truc qu'il y a, quand vous apprenez comment? Vous le dites, vous faites souvent cette situation-là, de travail, de shoot. Je vous pose une question, vous avez le droit de répondre. Hein? Oui? Moi je dis, voilà, je dis, ça c'est ma position 1, et on va le voir tout à l'heure. Ça c'est la position 1, d'accord? Excusez-moi pour le dessin, hein, le coude est ici, voilà, le coude est là, ça c'est les yeux au niveau des yeux, d'accord? Coude au niveau des yeux. Je dis, la position 1, ce n'est qu'un passage. Donc, par exemple, ce qu'on a travaillé... Tiens, un ballon. Je dis, au lieu d'apprendre, on peut l'apprendre, hein, on va dire, on est là, on chute ici, et puis on répète pendant des heures et des heures, tac, tac. Non, je dis, le shoot n'est pas là. Le shoot commence à la réception de la balle. Le shoot a commencé ici. Hein, j'avais emmené mon arc quand on avait fait la démonstration au début d'année. Je tends la corde ici, de l'arc, et la balle, je passe dans le 1, et je ne m'arrête pas dans le 1, et je continue. Je continue. Ou au-dessus, si je suis loin, ou devant, ou au-dessus, si je suis près, excusez-moi, ou dedans, si je suis loin. Mais je reçois la balle là, tac. On est d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors, c'est vrai que quand on shoot 1000 fois, et un garçon comme Curry, il peut se permettre, il lâche et il se relâche beaucoup, hein, souvent après. Hein. Il lâche vite la balle, c'est une catapulte, il lâche vite, mais il ne tient pas le bras. Alors, vous pouvez dire aux enfants, non, on a besoin de tenir le bras pour vérifier que ton coude est à la bonne hauteur. Le coude doit être là au départ. Alors s'il est là à la fin, c'est une catastrophe. D'accord? Donc, ce levier, cette position 1, elle peut permettre la variabilité dans les tirs, en sachant que les petits tirs dans la raquette, Loïc le faisait remarquer à propos, c'est des tirs droits, mais les intérieurs ne font pas des tirs droits. Pourquoi tu rigoles, Loïc? Tête de celui qui va dire une bêtise. Hein? Voilà. Donc ça, c'était on était appui finition. Quoi d'autre? Vous regardez quoi? L'orientation. Comment? L'orientation. Par rapport à la cible. On va rentrer un peu dans les appuis, donc je vais mettre orientation à côté. Après, hein? Attraper, vous l'avez dit tout à l'heure, on va reprendre un petit peu. Après, moi, vous regardez jamais le coude? Hein? On regarde le coude, est-ce que le coude est là ou là? C'est pas la même chose, pourquoi? Les jeunes, pourquoi c'est pas la même chose? Est-ce que c'est que la précision? Viens ici. Est-ce que c'est que la précision? Il me dit, mets-toi face au public quand même. Là, voilà. Il me dit, dans la précision, c'est pas la même chose. Je préfère être là, je vais être plus précis que si j'avais le coude là. En fait, tout est aligné entre mon coude, mon épaule, ma hanche, mon pied, Voilà. tout est aligné. Mais il y a aussi une raison, tu as raison. Ce qui dit, il a 100% raison. Hein. Ça veut dire que là, il est déjà en train d'être coach de lui-même. Non, c'est important. Si vous avez des joueurs qui ne sont pas capables de se coacher et pas capables de réfléchir, vous allez en baver. Hein. Mets le coude à l'extérieur, tu as une autre raison. Est-ce que là, tu as de la force? Tu n'as aucune force. Et mets-toi en dessous. Voilà, on est quand même beaucoup plus fort et on a une capacité de catapulter la balle pour le coude. Donc, qui avait dit, on en était appui, orientation, finition, attrapé, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans les parasites? Est-ce qu'il y a des parasites que vous regardez, que vous voyez? Alors, moi j'en ai noté 10 de plus. Gainage? Hein? Gainage? Excuse-moi, c'est ça là, je suis vieux. Les défauts de gainage? Défaut de gainage, oui, c'est pas, on peut tourner. Alors, le défaut de gainage, souvent,
Moi, les défauts de gainage que j'ai vus souvent avec les joueurs de haut niveau, c'est les joueurs qui se tournent, c'est les joueurs qui sautent beaucoup, qui ont un jump shoot très haut. Et souvent, le temps de monter et le temps de se stabiliser en l'air, des fois ça tourne. Mais le défaut de gainage, tu as raison. Quels sont les autres défauts que l'on peut voir? Il y en a plein d'autres. Parle plus fort déjà. L'angle au niveau des bras, des fois ils ont tendance à rapprocher la balle contre eux plutôt que la tenir devant. Moi, alors, ça c'est une autre question. Lui, Axel, j'étais en train de me dire, Alex ou Axel, il parle des angles. De dire la balle, des fois il y en a qui la tiennent trop près, et là ça s'appelle un shoot lancé de grenade, ou il y en a qui la tiennent trop loin. C'est une bonne réflexion. Les autres parasites que l'on peut avoir, ce n'est plus ça. Comment? Souplesse des jambes, on va... Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oui, généralement, il vaut mieux passer sous la balle. Mais tu as raison. Et ça, c'est là aussi, souplesse des jambes, souplesse générale. Pourquoi pas? Il n'y a pas de problème. Et, moi j'en ai plein d'autres. Hein. Vous n'en avez pas? Fouetter, poignet. Alors là, tiens, comme on parle beaucoup de Curry en ce moment, et que j'ai commencé à en parler, il a un poignet exceptionnel. Qui a déjà travaillé le poignet avec ses joueurs? Comment tu l'as travaillé? Non, non, je parle d'un travail spécifique sur le poignet. Il n'y a aucun problème dans ton shoot, hein, j'entends ce que tu viens de me dire, casser le poignet, le fouetter, mais qui a déjà travaillé le poignet? Moi, je suis sidéré. Oui, comment? Oui, et est-ce que tu l'as déjà travaillé d'une manière spécifique? Je pense à l'exercice, c'est coucher sur le dos. Oui, puis, et éviter que la balle te retombe sur le pif. Voilà. Ça, c'est une manière. Mais moi, il y a un truc qui me sidère dans le poignet. On voit les joueurs shooter à 8-9 mètres avec aisance. On est bien d'accord? Est-ce que vous croyez qu'ils ont un poignet extraordinaire comme ça sans travail? Oui, alors pour shooter à 8-9 mètres, là tu travailles beaucoup la rotation quand et le contrôle, mais le poignet, le fouetter. Tu peux te mettre sous le panier, et le but c'est de faire sortir la balle par dessous le filet. Par-dessous. Oui, c'est des astuces. Mais moi je parle de force quand même. Ouais. Là je parle d'un travail. Quand on voit Curry faire ses shoots du milieu de terrain comme s'il était dans un fauteuil, et ça ne vient pas comme ça. Hein. Moi, il y a un truc qui me sidère sur le poignet. Actuellement, il y a un sport qui est merveilleux et qui travaille beaucoup là-dessus, le hand, en ce moment qui est à la télé. Ils ont des poignets extraordinaires. Et je peux vous dire qu'aux États-Unis, ils travaillent les poignets de la même manière. Vous savez comment le hand travaille la force et le poignet? Non? Et ils font des heures et des heures de passes de medicine ball. Et je ne vois pas beaucoup d'équipes s'entraîner avec des medicine ball. Je ne vois pas beaucoup de joueurs travailler avec des medicine ball. On n'est pas obligé de travailler avec des medicine ball à 3-4 kg, hein, 1,5 kg, 2 kg, et faire des passes, rotation, etc. Il n'y en a pas beaucoup. Et ce poignet-là, vous avez les autres trucs avec une bouteille, avec du poids, avec un bâton, et vous tournez le bâton et vous faites remonter la bouteille avec le fil. Mais le poignet se travaille. C'était une petite aparté. Quand on voit tous les actuellement tout le monde fait des circuits training, on voit beaucoup de travail de préparation physique, et beaucoup de gens font des trucs avec 6-8 ateliers. Jamais il y a d'atelier avec le poignet et la main. Excusez-moi, au basket, c'est quand même un élément important de travailler le poignet et la main. On continue. Qui est-ce qui avait dit le poignet? Voilà, c'était une bonne réflexion. Des défauts, hein, on avait parlé des défauts, oui. Le timing. Ça, c'est important. Ça veut dire le timing du lâcher du ballon, c'est ça? Toujours lâcher le ballon dans le même timing. Et quel est le bon timing pour toi? quand on est au plus haut. Au
plus haut. Tu as raison, c'est parfait, hein, il n'y a pas de piège, hein, c'est juste pour te l'entendre dire. Pas lâcher le ballon en descendant, toujours lâcher le ballon à la même hauteur et à la hauteur maximum du saut. C'est une très bonne définition du shoot, mais on a des problèmes de timing. Après, est-ce qu'il n'y a jamais des joueurs qui ont le ballon sous la ceinture? Donc ça, c'est un défaut. Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont des fois le ballon derrière la tête de façon type touche de rugby? Vous voyez? Vous avez vu la ceinture rugby. Pourquoi ils font des shoots ceinture et des shoots rugby? Parce qu'il faut essayer de comprendre pourquoi ils shootent comme ça. Quel est leur ressenti? Ils pensent que Ils arriveront à shooter plus loin en baissant la balle, en prenant plus d'élan. Tu as raison. On va dire que ici c'est mon bonhomme. Là, que la ceinture est ici, en prenant de l'élan ici, ils vont tendre la corde de l'arc un peu plus loin. Il y en a qui, quand ils vont monter en l'air, tu parlais de timing tout à l'heure, ils vont monter la balle en l'air, mais ils vont être pas bien organisés, ils vont pas être bien synchronisés, ils vont aller chercher de la force par derrière et ils vont la ramener ils vont ramener devant. Et là, ça devient un shoot très compliqué. Il n'y en a pas beaucoup qui étaient capables de shooter comme ça. Il y en a un ou deux, mais rares. Donc ça, c'est des défauts que l'on voit aussi. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que souvent, si vous voyez des défauts sur un joueur, il ne faut pas se dire il a ce défaut, il faut essayer de comprendre quel est son ressenti. Tous ces défauts-là font appel au ressenti du joueur. D'accord? Et ça, si vous prenez l'habitude de bien observer les joueurs, tu marquais le timing. Le timing, il y a des fois des joueurs qui shootent en 2 temps. Ça m'est arrivé avec des joueurs de haut niveau. Pas souvent. Bon, déjà, moi, je supprime les chewing-gums. Le temps de bloquer le chewing-gum, j'ai déjà raconté cette anecdote, mais le temps de bloquer le chewing-gum dans la bouche, ça marque un temps d'arrêt et on casse la fluidité du shoot. Mais il y a des fois des choses invisibles. On se dit, il shoot en 2 temps et on ne comprend pas pourquoi. Vous voulez qu'est-ce qu'on fait à la fin d'un shoot? Comment? On croise quoi? On croise les doigts. On croise les doigts. Mais si c'était toi qui shootes, peut-être Julien, peut-être qu'il fallait croiser les doigts, tu as peut-être raison. Mais qu'est-ce qu'on fait? On shoot, on fait quoi à la fin, généralement? Non. Allez, je suis sérieux là. On n'expire pas. On fait, on souffle pas, on vide pas, on n'y va pas, on n'expire pas. Et ça vous choque si je vous dis on expire? Ah non. On est d'accord? Ben, vous voulez que je vous dise, ça est arrivé des fois que des joueurs qui shootent en 2 temps, le problème venait de quand est-ce qu'ils prenaient leur respiration. Le shoot était parfait et ils se bloquaient quand même. Et bien, le blocage, c'est ils montaient en l'air, ils prenaient leur respiration, et le temps qu'ils prennent leur respiration, ça créait le 2 temps. Hein, pour vous dire que des fois, prenez bien le temps d'observer, comprendre qu'est-ce qui se passe dans le shoot de votre joueur. Une fois que vous avez compris, vous allez rentrer dans son cerveau. Le but du jeu, quand vous êtes coach, c'est de maîtriser le joueur. Le but du jeu, c'est de l'emmener où vous voulez. Vous voulez dire, là, en travaillant les limites, je vais l'emmener dans mon collectif. En montrant au joueur, mais sans lui dire les problèmes qu'il a, et en lui disant, voilà, on est en train de travailler sur ton shoot en 2 temps, on est en train de travailler, pourquoi tu es obligé d'aller chercher de l'élan ici, où est-ce que tu peux aller chercher de l'élan, comment on fait, tac, tac. Quand vous allez faire ça, vous allez pouvoir corriger très rapidement la gestuelle de vos joueurs. On parlait de la courbe ici. Où est-ce que vous travaillez la courbe? Il n'y a pas des zones où on peut travailler la courbe
Et pour vous dire qu'on peut être malin. Quel est l'endroit où je vais travailler la courbe? Où? Derrière le panier? C'est qui a dit ça? C'est toi? Mais alors, assume! Non, c'est pas une connerie. Effectivement, si je shoot derrière le panier, je vais mettre la cour, mais il n'y a pas beaucoup de shoot derrière le panier. Non, il y a une zone, il y a deux zones qui sont intéressantes pour travailler la cour. C'est les zones à 0 degré. Et à 0 degré, à droitier ou gaucher, des deux côtés. Hein, d'accord? Et là, vous êtes souvent, si je suis droitier, que je viens shooter ici, je vais être obligé, parce qu'il faut utiliser le terrain, je vais être obligé de passer au-dessus, vraiment bien monter la balle, et les joueurs à 0 degré qui ne montent pas la balle, ils vont avoir du mal à être à droite. D'accord? Utilisez, pensez quand vous êtes coach, à utiliser des fois ce que le terrain peut vous donner. Voilà. Je fais le point où j'en suis pour pas trop dévier. Tac, tac, tac. Je vous ai parlé on a parlé des appuis. Je vous ai parlé des appuis écartés. Voilà. Et il y a un truc qui arrive souvent aussi, et je le vois de plus en plus parce qu'on a quand même des joueurs qui ont une qualité physique. Est-ce que vous avez aussi les fesses en arrière? Ça vous arrive jamais, ça, de voir des joueurs qui shootent et ils restent assis dans leur shoot? Non? Vous avez jamais vu un joueur qui shoot, qui est là et qui reste le cul en arrière? Ça vous arrive? Et ça, c'est important qu'il arrive à comprendre. Moi, je dis toujours, les fesses, c'est la courroie de transmission entre le bas et le haut du corps. Si vous laissez les fesses en arrière, la force, elle est dans les fesses. Non, vous devez bien être droit, vous redresser, et pour pouvoir avoir un shoot et optimiser ce que vous avez mis dans le shoot. Je disais les petits détails que l'on peut avoir. On va aller montrer quelques petites situations de shoot, d'accord? Hop, hop, hop. Des fois, alors, qui est-ce qu'on commence? Il reste combien de temps qu'on soit bien dans le timing? Non, combien de temps? Vite fait, parce que je calcule. Ouais, allez, 20h45. Un peu en retard. Un peu en retard. On y va. On peut commencer, deux volontaires. Hé garçon, venez ici, venez. Déjà, qu'est-ce qui sont bien? Alors là, on va leur demander, ça c'est un petit travail, on va faire l'échauffement. Petit travail, que des petits shoots dans la raquette. Ça m'arrive souvent, quand les joueurs ont besoin de bien fixer leur shoot. Non, il ne pas d'être plus près, hein. Je n'ai pas dit de shooter loin. En dessous de la ligne bleue. Voilà. Déplace-toi et fais-lui les passes directes. Ça, souvent, jamais on travaille les shoots de près. Et en courant, un coquine, il est un peu riche quand même. Hein. Là, on va s'endormir. Hein. Allez, vite. La balle ne tombe pas au sol, leur rondeur. Allez. On s'y met, bouge, mais c'est pas obligé d'aller droite à gauche, voilà. Et ça c'est compliqué, hein. Alors, on lui demande un exercice pas facile, mais qui fait des petits shoots comme ça dans la raquette pendant 20 ou 30 fois? Je pose la question au coach. Alex, tu fais? Oui. Les jeunes, oui. En 8, tu peux le faire en 8, mais moi j'aime bien, tu vois, en échauffement du mécanisme, de la routine, j'aime bien des fois commencer les entraînements comme ça. C'est pas mal ça. Allez, voilà, les 3 shoots, ça va vite, là, normalement ça devrait aller plus vite. Allez. Voilà, on parlait des appuis, on parlait de riz. Voilà. Je vais vous montrer les belles petites. Hop, suivant, les deux autres, vite. Voilà, un rebondeur, vite. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Il y a un truc que j'ai. Non, prends la balle. Voilà, là, on fait. Le but du jeu, c'est de donner au joueur son propre rythme de shoot. Il y en a
qui sont à droite quand ils reçoivent la balle dans la passe, le joueur doit avoir sa propre impulsion et son propre rythme. Donc tu vas venir en marchant. Et là, on fait la propre impulsion. Et tu enchaînes comme ça. Tac, tac, tac. Impulsion, vas-y, marche. Non, au-dessus, là, marche, tu donnes la balle. Impulsion. Et on y va. Et on en va. Et la même chose au retour. C'est parti. Là, c'est un travail. On est en train, s'il n'a pas son propre rythme de shoot, il va emballer. S'il a besoin de recevoir la balle dans la course, s'il a besoin de recevoir la balle, toujours, voilà, on prend la bonne impulsion, la bonne répulsion. Là, c'est pas la course, c'est pas le truc, c'est lui qui donne son rythme. S'il n'a pas de rythme, il est bon. Bien. Et c'est un bon shooter. Voilà. Ça, c'est un petit exercice. C'est pas inintéressant. Le premier qui a inventé ça, c'était le coach allemand de Dirk Nowitzki. Je ne sais plus son nom, c'est les noms imprononçables. Les Spoons, là, c'est du mal. Non, ils appellent, excusez-moi, les Spoons, j'aurais pas dû dire, mais au Luxembourg, ils les appellent les Spoons. Donc, j'ai repris l'expression luxembourgeoise. Hein? Mademoiselle Lou, on va pas. Comment? Mademoiselle Lou. Wolf, ah oui. Mais non, mais excuse-moi, ils les appellent les Spoons. Donc ça, c'est la signification qui n'est pas inintéressante. Voilà. Tu vas accélérer. On descend, là. Encore une minute, 30 secondes. Il n'y a pas de plomb, on va se débrouiller. Allez, vite. Donnez-moi 2 autres minutes. C'est pas grave, vous pouvez chuter, je crois. Voilà. 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 C'est bon. Place. N'oubliez pas, quand vous voyez un joueur chuter, dites-vous toujours comment je peux l'aider. Allez, on y va les garçons, on va accélérer un peu. Je vais vous montrer maintenant plusieurs petits mécanismes de shoot. 2 là-haut, sans ballon. Vite. Sans ballon. Là, derrière le truc. Voilà. Ok. Vous ne partez que quand il y a un joueur qui arrive ici avec la balle. L'un derrière l'autre. Voilà. Là, dès que quelqu'un a pris le rebond et qu'il est là, tu as le droit d'y aller. S'il est avec personne arrive, tu cours, tu vas derrière là. Voilà. Ok, prêt? Et vite, en sprintant, et là, tu joues, tu récupères la balle. Moi, je vais au milieu, et j'enchaîne de l'autre côté. D'accord? Vite, pas au milieu. Voilà. Non, il y a une manque de cible. On recommence tout. C'est moi qui mets le bazar, on dit comment. Non, reste là. On y va? Allez, à fond la tête. Vas-y. Par au milieu, prends son rebond. Il est là, plié. Enchaîne. Vite, courez. Passez derrière. Hey! On commence. C'est l'idée de partir tout le temps qu'il y a quelqu'un de canal. Respecte le timing. Allez, on y va. Go! T'as le droit d'aller à droite, à gauche. Vite. On enchaîne. On enchaîne. Voilà, bien. De la vitesse. Parce que souvent, vous connaissez cet exercice de Fontaine dans l'autre sens. Dans l'autre sens, on le fait en partant du milieu de terrain et on sort derrière un écran. On peut aussi imaginer, des fois, il faut juste modifier les choses un tout petit peu. Mais pas m'amuser à corriger. Là, je vais vous montrer les situations. Vas-y, on enchaîne plus vite. On accélère. Bien. Il a la balle, tu peux y aller. Voilà. On enchaîne. Voilà, pas mal. Pas mal. Stop. Allez, on va modifier. Je vais vous montrer d'autres situations. Celle-là, vous la connaissez. Et regardez bien, j'aimerais que vous comptiez. Il faut 3 ballons pour 4 joueurs. Vite. 3 ballons pour 4. Partez derrière les poubelles. Voilà.
derrière la poubelle, mais devant l'autre. Mets-toi devant lui. Toi, Devant lui. toi, t'as pas le ballon. T'as pas le ballon. D'accord. Et tu viens derrière, tu es là, ça fait la passe, et on y va. C'est parti. Tu roules, t'enroules. Voilà. Passe plus près. Passe plus près de la poubelle, du rack. Vous allez trop loin sur le côté. Je veux que vous soyez plus près de ça. Ça, c'est le travail de pied, c'est important. Vas-y. Ça, on le fait tous, cet exercice-là, où on le fait en échauffement et tout. Vous allez voir. Amusez-vous un peu, regardez à l'écran. Vas-y. Tu aurais dû passer de l'autre côté. Hé, enchaîne. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Stop. Là, on est bien d'accord. Tout le monde connaît cet exercice, on le fait. Pourquoi ne pas modifier la situation? Pourquoi on les oblige à partir de là? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important ici? Préparer ses bras, commencer à réfléchir. Et d'ailleurs, moi, qui sont déjà réfléchis, parce que tous les shoots se sont terminés ici. Si on fléchit correctement, on est capable de passer plus au ras du ras. D'accord? La colonne, elle est là maintenant. La colonne, elle est. Il va falloir courir. Hein. Et on ne pas, respecte bien les timings, qui est dans l'œil Ryan. Et on ne pas que quand il y a un joueur derrière un poubelle. Même on peut le remonter un peu. Et là on se baisse et on passe à l'extérieur. Go, allez vite. Et on enchaîne. Vous allez voir, ça va aller beaucoup plus vite. Et ça, si on est 6-8, vous allez voir. Hé, go, allez où la poubelle? On commence. Quand même. Où tu vas? Elle est où la poubelle? Go! Hey! Hey, les jeunes qui se moquent d'eux là, venez ici un peu. Eh oui. Vite, commencez, vite, commencez, vite. On arrête un peu. Allez, ouais, vite, sors! 5, près de 5. Et les garçons, vous n'êtes pas concentrés. Comment? On part où? Je fais le shoot. Je commence de cette colonne-là, je mets dans l'autre colonne. D'accord? Plus vite, voyez. Maintenant, plus bon. Ah. Voilà, très bien, baissez-vous. Vite. Allez. Bien. Vite, enchaîne. Voilà, plus vite. Vas-y. Allez. Bien, je dis ici. Et il n'y a personne. Vite, vas-y. Donne l'enchaîne. Voilà. Stop. Quelle est la version qui vous paraît la plus dynamique? Celle-là. Comme quoi? Pourquoi? Parce que, et encore honnêtement, à 8, ça passe à 200 l'heure. Les joueurs n'arrêtent pas de courir. Pourquoi? Mine de rien, faire 2 mètres à chaque fois pour rien. 2 mètres ici, 2 mètres là-bas. Là, on est dans le rythme. Des fois, modifiez pas l'exercice, modifiez juste le positionnement de votre déclenchement. C'est important de réfléchir à comment être capable de reproduire du rythme et de la fréquence. Et des fois, la consigne que l'on voulait, c'était de se baisser avant de sortir derrière l'écran. On va considérer que c'est mon joueur poseur d'écran. Je me baisse, je contrôle la vitesse, je viens ici. Et je n'ai pas besoin de courir 10 mètres, puisque l'essentiel dans cette situation-là, c'est les 3 derniers mètres que je fais. D'accord? C'est pas trop mal. Un autre exercice que l'on fait tout le temps. Je suis parti de situations que vous faites, mais que l'on peut essayer d'améliorer. Sortez les garçons. Les 2 rigolos, venez avec moi. Là, allez, vite. Non, je te fais faire les passes, t'inquiète pas. No stress. Allez, viens vite. Non, soyez sympa, j'ai besoin de vous. Prenez chacun un ballon. Hé, c'est là. Allez, vite. Et en courant, s'il vous plaît, quand même, les gars. Oh. Allez. Il est blessé. Il est blessé. Aïe. Ah ouais, accélère. Voilà. Bon. Et vite. Mets-toi ici. Faites-moi 2 colonnes, 2 et 2. Mets-toi ici. Les garçons sont activés.
Et l'autre là. Et voilà, là. On fait tous cet exercice, souvent d'ailleurs cette situation, en avant-match. Voilà, prenez les jambes correctement. Passe, avec un petit aiguillage, accélération, retour de passe, shoot, et le shooter prend la place du passeur, etc. Là, comme on n'est pas assez nombreux, on va le faire comme ça, toi, et vous revenez au milieu. D'accord? Passe, c'est bon? Tu redonnes la balle et puis tu retournes. D'accord? On y va. Passe, retour de passe, aiguillage, extérieur, intérieur, il n'y a pas de souci. Tu restes sur place, toi, tu restes sur place. On va dire que vous êtes handicapé. Voilà. Allez, vite. Tranquillement. Cet exercice-là, on est bien d'accord. Qui l'a déjà fait? Tout le monde a fait. Mais normalement, on force. Et maintenant, je vais vous montrer comment l'adapter. Vous n'avez jamais fait ça. Passe. Le passeur va de l'autre côté. Alex, tu n'as jamais fait ça? Eh bien, c'est un problème. Qui l'a fait? Vous l'avez déjà tous fait. La situation passe. Le rebondeur, le passeur va au rebond. Et le shooter devient passeur. Normalement, c'est un des classiques du lycée du basket. Okay. Stop. Maintenant, on va le rendre un peu plus dur. Et ça, c'est une situation que l'on peut faire pour rester en place. À 10 ou à 12, il n'y a aucun problème. Et un qui vient ici. Un qui vient ici. Toi, tu le mets au milieu. Voilà. Toi, tu viens ici. Toi, tu viens ici. Vous avez vu les 4 spots, les garçons? Toi, tu es passeur pour lui et pour lui. D'accord? Et toi, tu fais la passe. Et lui a, il chute quasiment en 1 à 3 points. Et tu récupères. Toi, tu me refais la passe. Et tu sors ici. Alors, tu sors en paysage, là. Voilà, tu sors là. Tu sors à 4 mètres. Et vous allez rester là. D'accord? Toi, tu fais passe, sprint, chute de trailer, faites contre-attaque ici, à pleine vitesse. Et toi, passe, tu remontes, et backdoor, shoot à la 4 mètres. Ok? Et on enchaîne. Et vous changez à chaque fois de position. Alors le but du jeu, je ne les fais pas passer dans les 4 positions. Vous imaginez qu'on est 12 et qu'ils passent dans les 4 positions. Mais toi, bien sur ce côté d'un moment. Voilà, commence ici. D'accord? Et chacun, globalement, s'occupe de 2 colonnes. Lui, il s'occupe de 2 colonnes. Ok? Et on enchaîne vite. Et on fait ça, généralement, on le fait sur des situations de 1 minute 30. Et ça met du rythme. Alors là, on ne va pas se rendre compte. Là, ils vont rester dans leurs 2 colonnes. Et normalement, ils doivent tourner dans les 4 colonnes. Et on peut être très bien à 12. Et on change tous les minutes 30. Là, on va essayer de tenir 1 minute à la louche. Et on y va. Go! Et on prend tout. Allez. Regarde les choses, concentre-toi. Fais. T'es là. Pourquoi tu es là? Fais. Voilà. Super. Bien, cool. Bien. Voilà, bien. Changez de rythme. Sur vos aiguillages. Bien. Et, vous voyez, là, il y a 4 heures en activité. Il n'y a que 2 passeurs. On peut être à 10 ou à 12. Les ballons ne se touchent jamais. Et normalement, si on fait ça avec des vrais changements de rythme, des vrais aiguillages, un vrai tempo, c'est quelque chose de relativement fatigant. Même à 10, hein, même à 12. On peut partir, ce que je vais vous montrer par là, d'un exercice que vous connaissez, on peut le faire évoluer. Mais ne rajoutez pas des évolutions pour faire des évolutions,
rajouter des évolutions, des modifications pour élever le rythme de la séance de tir, le rythme de shoot. Stop, change les colonnes, les passeurs, vous expliquez aux shooters qu'est-ce qu'ils doivent faire, et allez. C'est bon? On y va? Hop! Allez. Changez, c'est pas grave. Maclo, passe un peu plus loin du passeur. Allez, Henri. Toi, concentre-toi, les passeurs. Toi, t'as pas de raison de te tromper. Vite. Allez, il arrive. Ok. Recule. Contre-attaque. Oui. Stop. Allez. Ça, c'était notre situation. Cette situation est excellente à 10-12 ou en situation d'avant-match. Merci les garçons. Very much. Bon, on va montrer. On parlait des appuis, de l'orientation et du passage dans un. Les deux premiers. Vous soufflez un petit peu. On travaille, on peut les applaudir, les jeunes quand même. C'est pas facile. Malgré qu'il y en a qui sont un peu médisants. Et toi, donc là, c'est un travail d'impulsion. On va dire que pendant 6 shoots, je crois que tu avais fait faire avant d'eux. J'étais en train de me dire que sur un travail qu'on avait fait en stage, on avait dû le faire. Là, on va lui demander toujours de prendre le deuxième ballon. Voilà. Bien. Toujours le pied droit d'impulsion. D'accord? À l'humain. Vite. Allez. Voilà. Et là, on situe. Vous voyez? Ça va pas se pied. Parfait. Toi, on change vite. Toi, tu vas faire le pied gauche. Toujours le pied gauche. Ok? Voilà, les mains. Je vais chercher avant les mains. Redresse-toi bien. Voilà. On change vite. Alors, là-dedans, on peut arrêter. Mais comme chacun a son dada, chacun a ses qualités, ses défauts, je vais pouvoir arrêter tout le temps. Le travail que vous devez avoir, que lui, s'il veut se coacher, et les défauts et les qualités, il doit les connaître et il travaille dans sa tête sur ses qualités ou ses défauts en fonction des situations. C'est lui qui se gère. D'accord? À un moment donné, quand vous intervenez pour lui, vous n'intervenez pas pour les deux fautes. Sur du travail de précision dans la gestuelle ou dans le rythme d'un shoot, je ne suis pas persuadé qu'il faille arrêter tout le monde. Gardez du rythme, là je ne les connais pas, je ne suis pas en correction puisque je ne les ai jamais vus, sauf lui, et voilà, donc je ne vais pas intervenir. On va montrer une deuxième petite situation, vous avez vu, ça c'est intéressant, vous parliez des appuis, des orientations, voilà. Deuxième petite situation que l'on va montrer, et toi là, tu pars, tu repars ici, allez, tu shootes, toi il a fini de shooter, tu te repositionnes, deuxième shoot. Et toi tu récupères le premier shoot, tu repars de la ligne bleue et tu fais la même chose. Non, voilà. Au moment. Recule de la ligne bleue. Tu lui fais la face que tu connais. On enchaîne. Voilà, on fait toujours un ballon pour deux. On peut aussi faire du travail avec deux ballons pour deux. On y va, go! Prépare-toi, vite. Prends la balle, à la balle! Et vas-y, vite. On enchaîne. Non, recule derrière. Non, j'ai dit, respectez. Vas-y. Laisse-le redescendre. Et vite, on enchaîne. Et on peut le faire à 3, on peut enchaîner 3 shoots d'affilée. Vite, prends la balle. Voilà.
exercice, hein, sur zone. Mets-toi, et on enchaîne. Voilà. Voilà. Ça, c'est un travail dynamique. Et on peut même l'imaginer à 3. On peut même l'imaginer à 3 joueurs. On disait s'orienter par rapport à la cible. On va faire notre exercice, notre situation. Réfléchis-toi tout de suite, la dernière situation. Et vas-y, dernière fois. Je te laisse le. Voilà. Et toi. Allez, je vais vous montrer une autre situation. Je vais laisser un ballon pour deux. Et là, sur ce thème-là, il y a plein de choses aussi. Là, on va faire un travail, ça va être pas simple. Hein. On court, prise de balle, et vite s'orienter face à la cible, et vite en même temps qu'on s'oriente, capter la cible et shooter. Vite toi ici. Dès qu'il rentre dans la ligne, toi les deux lignes bleues là. Dès qu'il rentre dans la ligne bleue, tu sprints, là, sprint. Tu lances sa balle, tu la récupères, tu shootes. Toi tu es là, tu attends qu'il récupère la balle. Dès qu'il revient et qu'il met le pied dans la ligne bleue, tu cours et tu reçois. D'accord? Prêt? Allez, on y va. Voilà. Il rentre, vite. Voilà, ça c'est pas mal. Bonne orientation, vite. Attends qu'il soit de courte. Elle est pas mal. Réorientation face à la cible. Captation, prise d'information le plus vite possible. Super. Allez, on enchaîne. Courez. Un peu plus forte la passe. Voilà. Encore. Allez. Attention marché. Baisse-toi un peu plus avant de recevoir la balle. Et par avant, baisse-toi bien. Voilà. Super. Donc ça c'est une autre situation que l'on peut faire. Ok. Maintenant on parlait tout à l'heure du passage dans le 1. On va faire deux petites situations, deux petits ateliers parce que là vous étiez en train de vous refroidir. J'aurais pu vous relancer, excusez-moi. C'est de ma faute. Allez, ici, on va faire les deux là. La ballon de deux. Vous allez faire 100, 100, 100, 3, 30. 4, 2, 3, et tu redresses. Démonstration. En avant. 1, 2, 3, et tu chutes. Et on se redresse et on chute. On essaie de la continuité. Tu t'en fous de ça, c'est pas grave. D'accord? Tu redonnes la balle, vous, on se met un peu plus près. Là, tête, cheville, si on chute, redemain. Ça, ces deux petites situations, c'est tout ce qui est de revenir dans le passage normal. Tout à l'heure aussi, quand j'ai fait le travail avec vous, travailler les appuis, toujours le pied droit, d'appui, d'accord? En même temps, il faut revenir dans la position 1. Passer dans la position 1. D'accord? Pourquoi? Parce que souvent, les joueurs font vitesse et précipitation. Quand je vous disais tout à l'heure, laisse-toi bien, voilà. Quand je vous disais tout à l'heure, il faut venir dans cette position 1, souvent les joueurs, ils vont shooter trop vite et ils vont shooter en dessous. Et si je shoot en dessous de cet angle-là, la courbe elle est forcément tendue. Il faut les obliger à revenir dans cette position et éviter cette précipitation. D'ailleurs, quel est le repère souvent c'est là où vous devez avoir des réflexions propres. Souvent, il y a des joueurs très adroits qui sont bons quand il y a des joueurs qui arrivent sur le bras en l'air. Ça vous n'arrive pas, vous ne voyez pas des choses comme ça. Pourquoi? Parce que quand on arrive bras en l'air, le défenseur arrive bras en l'air, le joueur fait l'effort de monter la balle correctement et d'être dans le bon angle. Et souvent, quand on est seul, moi ça nous est arrivé, je ne tairai pas le nom, de défendre sur un joueur, de monter dessus, et au moment où il a la balle et il va shooter, on reculait. Parce qu'il était plus adroit quand on était près de lui que quand il n'y avait pas de repère pour
pour le fixage de cette position 1. Hein, là, c'est des petits exercices. Là, il y a plein de petites situations que l'on peut faire pour bien fixer l'angle, de bien se redresser. Et on continue encore 1 ou 2 minutes. Bon, voilà, on les laisse dessus. Hein. Est-ce qu'il y a des questions sur ces petites situations-là? Alors, il y a des gens que ça gêne parce qu'il y a des marchés où il n'y a pas de rythme. Ça m'arrive plein de fois de faire des situations où il y a des marchés. Quand je travaille que de shoot spécifiquement. Mais il faut que les joueurs sachent ce qu'ils sont en train de faire. D'accord? Stop, les gars. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Maintenant, Alex m'avait dit de garder 5 minutes pour les questions, parce que j'ai essayé de survoler. Je ne sais pas si c'est passionnant, mais je pense vraiment qu'il faut qu'on ait du recul et que vous preniez le temps d'intervenir. On ne fait jamais, pédagogiquement, on ne fait pas un pas en avant pour faire 2 pas en arrière après. Il ne faut pas se tromper. Quand on intervient sur un joueur, prenez le temps d'être sûr de vous. Parce que si le joueur vous contre, on n'est pas bien. Ça m'est arrivé quelquefois d'être contré par un joueur. Le seul moyen que j'avais pour m'en sortir, c'est de dire, t'as peut-être raison, il faut que je réfléchisse à la question, on fera le point demain. Il ne faut jamais être coincé par un joueur. Ou dans le travail individuel, et encore plus dans le travail collectif. Si un joueur vous coince, vous êtes mort. Il ne faut pas trop souvent se tromper parce que je ne peux pas le dire tous les jours, je vais réfléchir ce soir, je reviens demain. Parce que si tous les jours je dis je réfléchis ce soir, je reviens demain, ça veut dire que je ne maîtrise pas beaucoup de choses. Mais si vous êtes vraiment dans les corps, il vaut mieux de lever les mains au ciel et dire ta réflexion est juste et on en reparle demain et que j'ai le temps de prendre du recul. Donc, Sylvain, t'as encore le temps, elle n'est pas à l'heure, hein, il est 20h33. Mais si on ne me dit pas, moi... J'ai pas de montre, hein, j'ai pas regardé. Ben alors justement, on a le temps pour faire les échanges. Est-ce qu'il y a des demandes particulières? Est-ce qu'il y a des choses qui vous chiffonnent? Vas-y. Pour des petits ça, comment tu amènerais ça de façon ludique, on va dire la gestuelle? Parce que c'est vrai qu'ils ont une gestuelle qui varie et des fois qui n'est pas trop correcte par rapport à ça et c'est essayer de l'emmener vers quelque chose. Moi, le problème que j'ai avec les jeunes, et je le voyais avec Richie, c'est le tir à 3 points. Les jeunes commencent tous à vouloir tirer à 3 points. Et si on commence à tirer à 3 points, on déforme la gestuelle. J'étais arrivé sur un... Je parle de Richie, c'est mon fils, et l'année dernière, j'allais donner des coups de main à Vendœuvre avec Axel, parce que quand il avait envie, de s'entraîner au basket, c'est un énergumène, j'allais donner un coup de main. Et le tir à 3 points est l'obsession des gamins. Et le tir à 3 points, il va à l'encontre du tir cohérent. Mais il a quand même une gestuelle pas trop mal parce que jusqu'à l'âge de 5-6 ans, il m'écoutait. Il n'écoute plus, hein. Il n'écoute plus personne. Pourquoi tu te marres, Loïc? Tes filles, elles t'écoutent plus? Elle t'écoute plus? Le mien, il n'écoute plus non plus. Mais je vais vous donner quand même des choses que j'ai faites avec lui qui m'ont amusé et qui ont été importantes. Déjà, la première chose que j'ai fait avec lui, pour le tir, c'est lui apprendre à passer la balle. Une chose que le shoot se travaille beaucoup. Mais quand on travaille le shoot, les 2 personnes travaillent le shoot. Travaille le shoot. On va dire ça c'est le cerceau. Le shooter
travaille le shoot, mais le rebondeur travaille le shoot. Vous travaillez le shoot comment? Et quand je vous parlais tout à l'heure du travail du poignet que l'on fait jamais, que les préparateurs physiques ne font jamais au basket, ça, excusez-moi, je fais une passe à... Oh punaise, excusez-moi. J'ai été troublé parce que vous avez levé les mains et je me suis dit, je vais la faire à qui? Je vais la faire à la dame ou je vais la faire à Axel? Et arrivée, elle était à personne. Si je la fais à Axel, quelle est l'importance? On prend des rebonds. Voilà. Ça a été le premier truc que j'ai appris à mon fils. La balle doit tourner. Et quand vous prenez les rebonds et que vous faites les passes et que je vois les gars, et en pro ça arrive souvent parce qu'ils s'en foutent, quand ils font des passes comme ça et tout, et que la balle elle jaillit pas, et non, la balle, là, et la balle elle doit être faite, elle doit tourner. Déjà elle rentre bien dans la main, quand on travaille le shoot, et puis le gars qui fait ça, ça veut dire que là il est en train de travailler sa position des doigts et que la balle elle doit jaillir du truc. La deuxième chose qu'on fait, et ça quand j'avais le gamin, je lui ai laissé repositionner, quand on était jeune, les doigts sur les rainures. Parce que je voulais que la balle tourne, voilà. Et puis quand on est en pro, moi je veux les rebonds, je vois que la balle bouge et je veux que la balle elle tourne sans avoir bougé les doigts sur les rainures. Pour ne pas prendre ce défaut. Donc, première chose que j'ai fait, c'est le travail de passe. Quelqu'un avait dit tout à l'heure le 2 temps. La deuxième chose que j'ai fait avec le gamin, c'est lui apprendre la synchronisation du geste. Qui est-ce qui a parlé du shoot en 2 temps tout à l'heure? C'était par ici, non? Qui parlait du lâcher du ballon. C'était par ici, je ne sais plus où c'était. Déjà, moi, la deuxième chose que j'ai appris, c'est ça, c'est bien synchroniser. Et un truc qu'on fait avec les pros pour vérifier le synchronisme, des fois, surtout pendant les étés, on fait travailler régulièrement, on shoot, on finit par les pieds. Il faut bien finir par les pieds. Si je pars en avant, c'est que je ne suis pas synchronisé. C'est que je suis peut-être, j'étais en train de calculer, si je pars en avant, c'est que je suis encore ici et que je lâche la balle au dernier moment. Le bon synchronisme, je dois être équilibré des points de pied. Ça, c'est des choses que l'on peut vérifier. Premièrement, j'apprenais la passe. La deuxièmement, je l'apprenais à être bien synchronisé. Et troisièmement, c'est ça qui me paraît le plus important, sauter. Si on synchronise, on va arriver très vite au saut. Pourquoi tu rigoles, Sébastien? C'est le personnage. Non, mais Sébastien a vu mon gamin, c'est pas une... Mon gamin n'est pas une star, mais il sait shooter. Et il sait shooter, il a appris à shooter à l'âge de 5 ans. Il ne jouera jamais au basket. Il ne jouera jamais au basket. Il ne veut pas jouer au basket, il ne joue pas au basket. Mais l'essentiel pour moi, c'est d'être capable de shooter en sautant. Moi, je l'ai fait sauter tout de suite. Et il a sauté à l'âge de 2 ans et demi. Et son shoot, honnêtement, le shoot qu'il a maintenant et le shoot qu'il avait à l'âge de 4 ans, il avait son shoot qui était déjà bien en place. Mais à l'âge de 2 ans et demi, 5 ans, il ne savait pas où étaient les 3 points. Mais même quand il shoot aux 3 points, parce que vous ne pouvez pas empêcher à un gamin, et à 3 points, il faut encore plus, vous ne pouvez pas empêcher un gamin de vouloir shooter à 3 points, il faut qu'il pousse sur les jambes. Et moi, j'oblige de décoller les appuis systématiquement. Parce qu'après, avec l'âge et la musculature, le physique, on arrivera à recaler les choses, les petits défauts qui apparaissent. Mais pour moi, le plus important, c'est le synchronisme entre le shoot et sauter. Le lâcher du ballon et sauter, c'est la chose la plus compliquée à avoir. Et ça, on peut le faire très tôt. Après, il faut que les jeunes acceptent de travailler près du cercle. D'accord? Ça, c'est mon idée première. Hein. Après, ça nous arrivait aussi là-dessus de travailler la visualisation, travailler plein de petits exercices, m'amuser dans le shoot, parce que vous avez tous un couloir, et votre gamin vous fait jouer dans les couloirs. Et nous, on a les couloirs qui étaient là, on avait les paniers, j'avais retiré la planche, et pour travailler le coup d'œil et la vision, je m'amusais avec le gamin à lui faire taper contre un mur pour que ça aille dans le cercle.
Ça, c'est des choses que ça m'arrivait de faire, parce que pour travailler le coup d'œil, la distance, bien doser, avoir savoir que... Et puis des fois, là-dessus, je lui mettais aussi des cibles à des hauteurs différentes qu'on de mur, et il devait viser les cibles et que la balle rentre dedans. Parce que avec la planche, on est bien d'accord que par exemple sur la planche, on peut taper à 4, 5, 6 endroits différents, que la balle rentre dedans, si on dose la balle différemment. Ben voilà, ça c'est des choses que je m'amusais à faire avec le petit pour qu'il s'amuse comme au billard. Voilà. On essayait de rendre les choses amusantes. Le double pas dans ce couloir-là, je lui ai appris, comment je faisais, ben, je le mettais pieds nus sur un des deux pieds. Et il devait finir sur son pied nu. Alors des fois c'était compliqué, mais voilà, c'est des petites choses. On parlait d'équilibre, de synchronisme et des poussées. Quand vous travaillez, ça me revient, ça n'a rien à voir au chute du basket, mais quand je travaillais dans ce couloir-là, je travaillais le physique de mon gamin, et comment, je vais vous donner l'anecdote. Un gamin, il a toujours un pied fort, il a un pied faible. C'est-à-dire que le droitier, son pied fort, c'est le pied gauche. Toujours. Il va aller plus souvent à droite qu'à gauche. On est bien d'accord? Sa jambe forte, c'est la jambe gauche, le droitier. Et la jambe droite pour le gaucher. C'est pareil au football. Vous mettez un ballon sur un terrain de football, le gamin il se met toujours sur son pied fort. Hein, juste pour ça, c'était le petit côté du livre. Quand je me mettais ici, on va dire que je suis coach avec un ou deux ballons de foot, le gamin il était ici, et bien pour travailler son pied gauche, je me mettais ici. Et là, est-ce qu'il pouvait se décaler? Il ne pouvait pas. Il était obligé de taper du pied gauche parce qu'il y avait un mur ici. C'est des choses que mais il faut essayer de... C'est à vous d'être imaginatif là-dessus. Hein. Vous avez plein d'outils, il y a de plus en plus de matériel qui sont sympas avec des cibles et tout ça, c'est vraiment sympa. Même en Chine, ils font des choses, j'ai vu là, on parlait de Curie, j'ai vu les trucs par projection sur le sol, et ils font des choses vraiment phénoménales. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Voilà, j'espère pas vous avoir trop embêté. J'ai essayé de le faire sur un angle différent, peut-être que j'aurais dû. Je débrieferai après, hein, avec moi-même, parce que c'était la première fois. Je me dis que peut-être qu'on peut mieux synchroniser ce que j'ai essayé de vous montrer, que l'idée générale, c'est trop d'informations tue l'information, et qu'il faut essayer de donner un ordre de priorité dans votre apprentissage aux gamins. Le reste, je sais que le contenu, je vois le petit Axel, c'est un passionné de basket, ils vont sur Internet et tout, vous n'avez pas besoin de venir à un clinique d'entraîneur, vous allez chercher du contenu sur Internet sans aucun problème, mais ça peut vous donner des idées de réflexion et des idées de comment aborder un sujet. Hein. Je vous ai montré un exercice que vous faites, on peut le faire évoluer, mais en le rendant plus rythmé. Hein. Voilà. C'était juste, il n'y a pas de prétention sur ce type d'information. J'espère que vous n'êtes pas embêtés et je vous souhaite à tous et à toutes un bon appétit.